Recording in progress. En direct sur l'île Mode. Eh ben, bonsoir à toutes et à tous. On est très contents. On se retrouve comme toutes les 2 semaines avec le Rav Eli Kling pour parler de l'actualité, de la paracha, de Torah. Et je crois que les élections, c'est fini, Rav Kling, hein. Tu as Ah essayé de nous ouais? faire un slogan d'élection. La force tranquille, Rivka, la force tranquille. Ça, c'était un slogan il y a quelques années. On me dit jamais rien, moi. Hein? T'es sûr que c'est fini? Mais j'imagine que tu dois être très content du résultat. Mais bon, en tous les cas, absolument. En tous les cas, on ne va pas parler d'élections ce soir. Tu vas nous parler de Rivka, une de nos imaot, des Chavod. Ouais, parce que Rivka, c'est donc le personnage central que nous rencontrons dans la paracha de Chayei Sarah pour la première fois. On a appris sa naissance, en fait. On a appris sa naissance encore sur le Moria, juste après la Hakeda, vraiment à la fin, à la toute fin, les derniers versets de la paracha de Vayera, où on annonce à Abraham qu'une certaine Rivka est née là-bas dans la famille, à Haran. Mais on n'en sait pas plus. Et donc, on la rencontrera pour la première fois dans la paracha de Chayei Sarah, auprès du puits. Mais moi, je voudrais commencer justement l'intérêt autour de Rivka, de l'épisode le plus connu où elle prend le rôle central, qui n'est pas celui décrit dans la paracha de Chayei Sarah, mais celui décrit dans la paracha de Toldot. Tout le monde se souvient que dans la paracha de Toldot, Rivka a 2 enfants, qu'au début, elle ne savait pas très bien que c'était 2 enfants, mais enfin, elle va y trotter dessus à Bani Bekirba, elle s'aperçoit rapidement qu'il y en a 2, donc des jumeaux, et que les 2 enfants développent des personnalités complètement différentes, pour ne pas dire à l'opposé de l'un de l'autre. En tout cas, un semble très sédentaire, on va dire comme ça, Yoshev ou Alim. Le deuxième, c'est un chasseur, ou si vous voulez, le premier, c'est un chasseur, le deuxième, c'est quelqu'un qui reste dans les tentes, je suppose, à étudier. Et puis voilà que les enfants grandissent, et puis voilà que, après l'épisode du droit d'aînesse, il y a la fameuse histoire de la Beracha. En fait, on passe très rapidement jusqu'à plusieurs années, jusqu'au moment où Yitzhak perd la vue, devient une personne âgée, et il décide, avant qu'il ne soit trop tard, apparemment, il décide donc de donner la bracha à son fils Esav, qui est celui qui apparemment il préfère. Or, Rivka entend ça, et elle fait ce que, mesdames qui nous écoutez, je suppose que vous ne faites jamais. Enfin, j'espère que vous ne prenez pas exemple sur Rivka, parce que Rivka a un différend, donc, apparemment, avec son mari, un différend important, essentiel, sur la question de savoir à qui revient la bracha. On suppose qu'il s'agit de la fameuse bracha d'Abraham, sinon on ne voit pas très bien pourquoi est-ce qu'ils se battent justement pour celle-ci, pour cette bracha-là. La bracha d'Abraham, c'est-à-dire la bracha de celui qui est censé reprendre le flambeau qu'Abraham a passé à Yitzhak. Et donc, entendant ça, et ça ne lui plaît pas du tout, comme vous le savez, elle décide de prendre les choses en main et de faire en sorte que finalement, celui qui reçoit la bracha, ça sera Yaakov et non pas Esav. Alors, je disais que j'espère que vous ne prendrez pas exemple sur elle, parce que c'est vraiment très problématique, cette manière de résoudre les différends dans le ménage. Donc, vous n'entendez pas avec votre mari, au lieu d'aller discuter avec lui pour essayer de le convaincre, vous faites ce que vous avez envie de faire, mais derrière son dos. Mais ce n'est pas seulement derrière son dos, c'est en exploitant le défaut physique de votre mari, puisque il est atteint de cécité, donc comme il ne voit pas, on va en profiter, c'est son point faible, et on va faire passer le petit pour le grand. Pourquoi pas? Et donc, ça marche bien, finalement, le plan marche, un plan un petit peu machiavélique, ce sera un grand mot, mais enfin, on voit bien que là, il y a une exploitation pour le moins malhonnête du point faible de Yitzhak pour que Yaakov reçoive la bracha, ce qui en effet se passe. Donc voilà, Yaakov a la bracha.
Or, cette manière de faire, qui est celle de Rivka, mérite au moins qu'on se pose la question comment est-ce possible? Ou bien, si vous voulez, poser la question un petit peu différemment, est-ce que vraiment la Torah elle-même, la Torah écrite, ou Chazal dans la Torah orale, est-ce que vraiment cette manière de faire a été applaudie, encouragée, ou au contraire dénigrée? On a vraiment l'impression au départ que lorsqu'il y a ce genre de problème, surtout parce que c'est un problème important, parce que ce n'est pas juste une question de savoir si on va manger chinois ou si on va manger italien ce soir, mais il s'agit de savoir qui va être le successeur d'Abraham, donc le porteur du projet de la révolution abrahamique. Et justement, parce que c'est un problème important, la manière de le résoudre qu'utilise Rivka nous semble un petit peu curieux, quoi, un petit peu cavalier, et qu'on se serait attendu de la part d'une de nos matriarches, et pas la moindre, qu'elle le fasse autrement. Et si vraiment les pères et les mères sont là pour nous donner l'exemple de ce qui devrait être la meilleure conduite, pour nous, eh bien, franchement, ce n'est pas vraiment l'exemple à suivre. Quand on est indifférent, nous le savons bien, quand on est indifférent dans un ménage, un différent important, essentiel, qui touche à des points sensibles, eh bien, on en discute et on essaie de convaincre. Plus que ça encore, si vous me dites, oui, mais là, elle avait peur de perdre le débat et que de ne pas réussir à convaincre son mari, alors à ce moment-là, il y aurait eu des conséquences dramatiques sur l'histoire même du peuple juif. Ben, la réponse est au moins celle-ci. Essaye d'abord, vois si ça marche. Et puis si ça marche, tant mieux, tu feras ça de manière par la grande porte. Et si ça ne marche pas, si tu n'arrives pas à le convaincre, eh bien cette idée de le tromper finalement, parce que c'est de ça qu'il s'agit, cette idée de le tromper, de lui raconter des histoires, de le manipuler, eh bien tu pourras toujours le faire après, quoi, au cas où il n'y a vraiment plus d'autres possibilités. Mais on n'a vraiment pas l'impression que Rivka tente une autre méthode que celle qui consiste à faire croire à son mari que Yaakov était ça. Et finalement, le problème n'est pas seulement le problème de Rivka dans cette affaire-là. Le problème, évidemment, est un problème qui touche aussi Yaakov, qui lui aussi joue le jeu finalement de sa mère, alors qu'il sait très bien qu'il est en train de tromper son père. Et là aussi, ça demande explication. Qu'est-ce que fait Yaakov dans cette affaire-là? Il y a même un verset où Yaakov hésite. Et là, tu te dis, bon, ben, peut-être que la morale va être sauve, peut-être qu'il va lui dire ses 4 vérités à sa maman, en lui disant, écoute, maman, tu as un problème avec papa, essaie de le résoudre autrement, mais pourquoi tu me mêles, moi, à une histoire de tromperie, de duperie, c'est pas mon truc, et c'est pas moral. Et au lieu de lui dire ça, l'hésitation qu'il a, notre Yaakov, c'est uniquement une hésitation tactique. Ou là, mais tu ne te rends pas compte, maman, si jamais il me tâte, il voit tout de suite que ce n'est pas la peau de Esav, qui elle est velue, alors que la mienne est glabre. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Et donc, ça va m'attirer, et je vais être découvert, le pot-au-feu va être découvert tout de suite. Le pot-au-feu, le pot-au rose. Et alors à ce moment-là, je vais recevoir une malédiction au lieu de la bénédiction. C'est tout ce qui te dérange, Yaakov, toi, que tu risques d'être découvert. Le fond du problème, le côté éthique de la proposition de ta mère, ça ne te dérange pas. Bah, si tu avais la peau velue, alors il n'y aurait pas eu d'objection, quoi. Tu serais allé tranquille. Donc, la vérité, on a un petit peu de mal avec toute cette affaire-là. On a du mal avec cette affaire-là. Le seul qui s'en tire, moralement parlant, c'est Esav. Et la victime de toute cette machination, avec qui un lecteur honnête ne peut que s'identifier. Le cri de Esav à la fin de l'histoire, qui est un cri sincère de quelqu'un qui s'est fait rouler, quoi, et qui demande à réparation, et qui supplie son père de lui réserver encore une petite bracha. Enfin, comment ne pas comment rester insensible devant tant d'injustice, finalement. Et sur les 4 personnages, c'est vraiment le seul qui s'en tire au niveau moral. Même
Même Yitzhak, ça demanderait une explication. C'est vrai, tu as beau être aveugle, il n'y a pas de raison quand même. Enfin, entre Esav et Yaakov, il n'y a quand même pas photo, quoi. C'est pas, il s'agit de deux frères jumeaux qui se ressemblent énormément et que c'est très difficile de faire la différence et on va savoir lequel est plus spirituel que l'autre. Non, mais là, c'est deux mondes, quoi. C'est deux mondes. Ish Yodea Tzaïd Ish Sadeh, Ish Tam Yoshev Ohalim. Enfin, comment tu peux choisir Esav plutôt qu'Yaakov? Euh, cette histoire est bizarre. Toute cette histoire est bizarre. Mais moi, comme le titre l'indique, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement de m'étendre sur l'attitude de Yaakov ou de Yitzhak, quoique peut-être qu'on en dira deux mots, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est comprendre l'instigatrice de toute cette affaire-là, c'est-à-dire Rivka, qui semble pas du tout dérangée par le fait que son plan passe par une tromperie de son mari, une duperie, et puis, encore une fois, cette idée d'utiliser le problème, le défaut physique de Yaakov, de Yitzhak, pardon, ça semble quand même, comment dire les choses gentiment, je ne sais pas moi, bas, ça semble bas comme procédé. C'est franchement, et donc ça demande vraiment une explication. Non pas que nous fassions ici le procès de Rivka, qui sommes-nous pour le faire, mais si nous ne sommes pas habilités à juger le personnage, en tout cas, il me semble, nous sommes obligés d'essayer de le comprendre. Parce que sinon, à quoi sert le récit de la Torah si ce n'est pas pour que nous essayions de comprendre comment et pourquoi les uns et les autres, surtout quand il s'agit de gens qu'on nous présente comme étant les modèles de notre peuple, et les quatre mères et les trois patriarches, surtout quand il s'agit d'eux. Donc évidemment qu'il faut se poser la question, évidemment qu'il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui motive un tel comportement chez Rivka. Voilà, donc le problème est posé, et il me semble que la réponse, ou en tout cas la direction vers la réponse, il faut la chercher non pas à la fin de l'histoire, c'est-à-dire au moment où Rivka en effet trompe Yitzhak, mais il faut la chercher au début, au moment où on fait la connaissance de Rivka, parce que ces versets, qui sont des versets assez longs, et qui se trouvent dans la parashat Sarah, sont des versets évidemment qui ont leur signification précisément parce que, comment est-ce qu'on dit en littérature française, ils campent le personnage, c'est-à-dire ils nous donnent les traits caractéristiques du personnage, et si tu passes à côté, si tu ne sais pas qui est Rivka, si tu n'as pas compris en lisant les histoires racontées de Rivka près du puits, donc la paracha de Sarah, eh bien, tu ne comprendras pas la fin. Tu ne comprendras pas ce qui arrive finalement à Rivka au moment le plus important, c'est-à-dire au moment des brachot. Et il me semble bien que ce qu'on te raconte avec l'histoire d'Eliezer, près du puits, enfin Eliezer, je suppose que c'est lui, puisque tout le monde pense que c'est lui, bien que son nom ne soit pas mentionné, mais enfin il semble bien que ce soit le serviteur le plus fidèle d'Abraham, à qui Abraham confie cette mission de confiance, donc sans doute évidemment Eliezer. Eh bien, ce récit assez fastidieux sur comment est-ce que Eliezer va choisir Rivka, etc., semble là précisément pour nous apprendre quelque chose concernant la personnalité de Rivka, et c'est ce quelque chose-là qui va nous permettre de comprendre ensuite son attitude plutôt étonnante dans la paracha qui suivra. Alors, qui est cette Rivka qu'on rencontre près du puits? Je vous lis donc les passages importants dans le texte. Je suppose Où t'en es dans le texte? Ben, écoute, j'en suis au numéro 2, je crois. Le numéro 1, je l'ai raconté tout seul. Donc là, c'est Hashem El Adoni Abraham, Akerma Lifnei Hashem, Vasachesed Il Hashem. C'est ça. Ok. Ouais, voilà. C'est-à-dire, on va faire un petit saut donc près du puits, où nous allons donc rencontrer, comme le Eved de Abraham, on va rencontrer donc Rivka pour la première fois. Alors, qu'est-ce que nous dit le texte? Le texte nous présente Eliezer qui part pour accomplir la mission dont l'a chargé son maître Abraham.
Et il a un plan pour ça. Il va arriver, quand il arrive à Haran, il va arriver d'abord près du puits. Pourquoi près du puits? Parce que le puits, c'est l'endroit où on rencontre tout le monde, et notamment les jeunes filles qui sont traditionnellement celles qui vont puiser de l'eau pour la famille. Et donc, si vraiment tu es en train de chercher un chidour, mon cher Eliezer, c'est près du puits que tu le chercheras. Et puis de toute façon, c'est là-bas que tout se passe en général. Et surtout les problèmes de shidduchim, puisque comme nous le savons, comme nous le saurons en tout cas, c'est près des puits que au moins 3 shidduchim nous sont relatés. Le premier, donc, celui de la paracha en question, entre Rivka et Eliezer, qui agit au nom de Yitzhak et Abraham. Et puis, la deuxième fois que le couple se rencontre près du puits et que c'est là-bas que se créent les premiers liens, ça sera quelques temps plus tard avec Yaakov et Rachel. D'ailleurs, sans doute près du même puits, hein, puisqu'il s'agit du premier puits de Haran, donc là, dans un lieu sud de Haran, quand tu viens d'Eretz Israël, quand tu viens du sud, et que tu arrives à Haran, tu trouves ce grand puits, et donc là où Yaakov a rencontré Rachel, ça semble être précisément le même puits que là où Eliezer avait rencontré Rivka, ce qui explique l'émotion qui étreint Yaakov à ce moment-là. Imaginez, il revient sur les pas de la rencontre entre son père et sa mère. Bon, c'est pas vraiment son père, enfin l'envoyé de son père. Un chidour très exceptionnel, un chidour certainement qu'on lui a raconté à plusieurs reprises. Et voilà que ce même Yaakov est en train de refaire la même histoire, et donc il a vraiment l'impression que ça serait trop beau, mais il va savoir, est-ce que je ne vais pas rencontrer près du même puits celle qui deviendra ma femme? Et en effet, voici que Rachel arrive, etc. En tout cas, donc, ça c'est la deuxième histoire près du puits. Puis le troisième chido près du puits, c'est celui de Moshe et Tzipora. Alors cette fois-ci, c'est un autre puits qui n'a rien à voir, c'est un puits qui se trouve là-bas près de Midian. Mais là aussi, donc, il se trouve que la femme a été rencontrée près du puits. Pourquoi justement ces 3 femmes sont rencontrées près du puits? Quel rapport entre le puits et l'épouse? Bon, bah, ça va, hein, c'est normal. On va pas s'étendre là-dessus. Bah oui, l'eau qui est indispensable, l'eau qui représente la vie, l'eau qui, même si elle n'a ni goût, ni couleur, ni arôme, comme disait Saint-Exupéry, est quand même indispensable à la vie, voire est la vie elle-même. Et donc, la femme qui représente le côté vital dans le ménage, et puis ensuite dans la transmission, évidemment, puisque c'est elle qui va mettre au monde l'enfant, eh bien, c'est un petit peu normal qu'on la rencontre près du puits. Bien, laissons le puits de côté. Qui est cette Rivka que l'on rencontre près du puits? Qu'est-ce qu'on peut déduire de sa personnalité, sur sa personnalité? Alors, évidemment, si vous posez la question à n'importe qui a commencé à étudier quand il était très jeune à l'école l'histoire d'Eliezer et de Rivka, la première chose qu'on te dira, c'est quelle est la mida, quel est le caractère, la bonne mida, la qualité qui transparaît dans l'histoire près du puits par rapport à Rivka, c'est évidemment sa générosité énorme. Voilà, donc quelqu'un qui n'a pas peur de dire à un inconnu, non seulement je réponds à ta requête et je te donne à boire, mais je donnerai également à boire à tous tes chameaux. Combien il y a de chameaux? 10. Combien boit un chameau? Beaucoup, beaucoup d'eau. Combien de temps il faut pour remplir une cruche, un cad qui se trouve sur l'épaule de la jeune fille? S'il s'agit de, comme dit le texte là-bas, ad asher kilou lishtot, c'est-à-dire donner à boire suffisamment au chameau pour qu'il n'ait plus soif, alors que le chameau vient de parcourir des kilomètres pour arriver à sa destination, eh bien certainement c'est une affaire de plusieurs heures par chameau, multiplié par 10 chameaux. Donc évidemment, bien sûr que la première chose qui vient à l'esprit quand on lit cette affaire, c'est d'abord le côté généreux, ce qu'on appelle la Gemilut Chassadim de Rivka. Mais je voulais attirer votre attention sur une autre qualité qu'on montre moins finalement du doigt lorsqu'on étudie cette paracha, mais qui me semble à moi
tout à fait essentielle, et même sans doute plus essentielle, ou en tout cas plus évidente que la simple générosité de Rivka. De quoi s'agit-il? Alors regardez le texte avec moi si vous avez donc le texte, si vous avez un fromage devant vous, et sinon c'est pas grave, je vous lis le texte tel qu'il apparaît donc au moment de la rencontre. Alors il arrive donc notre ami Eliezer, je raconte le texte, je suis au Pasuk Yud de ce très long chapitre Kav Dalet, et donc vient Eliezer, et puis ok, très bien, on va y arriver tout de suite. On va arriver tout de suite au passage que vous avez sous les yeux. On y arrive. Donc, il a donc pris 10 chameaux. Ok, ok. Et vient donc le soir, l'heure où les puiseuses, où les jeunes filles qui viennent puiser l'eau, arrive. Va Yomar. Et alors il commence sa fameuse prière que vous avez devant les yeux. Hashem Eloke Adoni Abraham. Hakrena lefanai hayom va'aseh chesed im Adoni Abraham. Donc il demande à Hashem de l'aider pour qu'il réalise la mission qu'Abraham lui a confiée, et c'est pour le bien d'Abraham. Va Yomar Hashem Eloke Adoni Abraham. אקרא לפניי היום ועשה חסד עם אדוני אברהם, והנה אנוכי ניצב על עין המים, ובנות אנשי העיר יוצאות לשאוב מים. Oui, alors, en général, les jeunes filles venaient comme ça en fin de journée, parce que le puits, le reste de la journée, c'était plutôt les bergers qui venaient pour aller abreuver les troupeaux, tandis qu'à la fin de la journée, c'est plutôt les jeunes filles qui sont envoyées par leur famille pour pouvoir puiser l'eau qui va servir donc à l'usage domestique à la maison. Donc, dit Eliezer à Hachem, dans sa fameuse tefila, voilà, je suis exactement à l'endroit où les jeunes filles vont certainement arriver d'une minute à l'autre. Voilà, le test est le suivant. Donc, si je dis à la jeune fille, donne-moi à boire, et qu'elle me répond, non seulement je donne à boire, mais en plus, j'abreuverai également tes chameaux, eh bien, c'est celle que je devrais choisir pour Yitzhak, le fils de mon maître Abraham. Évidemment, il ne s'agit pas uniquement d'un test, il s'agit d'un test qui, précisément, est là pour vérifier cette qualité que Abraham tient tellement à cœur, lui tient tellement à cœur l'histoire de la générosité, et donc pour voir si elle mérite de rentrer dans cette famille d'hommes généreux et plein d'ouverture et de bonté, ou bien non. Et donc, évidemment que le test est un test sur cette bonté. Très bien. Sauf que, et regardez donc la suite, il n'avait même pas encore fini de parler, et donc Milka arrive, Rivka arrive, Rivka, ça n'est autre que la fille de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. Donc la cousine. Vechada al-Shichma, et elle a un cad sur son épaule. Elle a une fameuse cruche comme ça sur son épaule. Et puis elle est très jolie en plus. Betula, Ishlo Yeda, Vatered Aina, Vatamei Chada, Vatal. Et ne sachant pas, je suppose qu'elle est surveillée, qu'elle est épiée, eh bien elle descend pour remplir son eau. Et à ce moment-là, il commence le test, il dit voilà, donne-moi donc un peu d'eau, va Tomer Shte Adoni, et elle lui dit bois mon maître. Et là, on n'est pas encore sûr que le test a marché. Au contraire, on a plutôt l'impression qu'il a foiré, puisqu'elle ne dit pas la phrase magique, elle ne dit pas bois, et puis je donnerai également à tes chameaux. Elle dit juste bois. Et elle lui donne en effet à boire de sa cruche. Seulement après qu'il en soit repu, elle dit la phrase donc magique, elle dit même pour tes chameaux,
j'irai puiser de l'eau, adim kilou lishtot, écoutez bien, jusqu'à ce qu'il termine de boire, donc comme on l'a dit tout à l'heure, des heures de boulot, des heures de travail. Or, vatemaher, elle fait ça rapidement. Vatear kada el hashoket, vatarot od el haber lishov, vatishav lechol malav, et en effet, elle fait ce qu'elle avait promis, c'est-à-dire elle va remonter régulièrement du cours d'eau jusqu'à là où se trouvent les chameaux pour aller abreuver les 10 chameaux. Les 10 chameaux, le nombre d'allers-retours, vous pouvez évidemment le calculer comment vous pensez, mais c'est évident qu'il s'agit d'un nombre incalculable de fois, un nombre important de fois, et c'est là que je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il ne s'agit pas seulement d'une marque énorme de générosité, mais il s'agit, j'allais dire surtout, d'une autre qualité, en tout cas d'un autre trait de caractère. Le trait de caractère que Rivka montre ici, dévoile ici, c'est celui d'une femme qui n'a absolument rien à faire de ce que les gens vont penser d'elle. Parce que vous pensez bien que le Eliezer en question, il est là avec ses 10 chameaux, donc il a également des cavaliers avec, il n'est pas venu tout seul avec 10 chameaux. Et donc il s'agit ici d'une bande de gaillards qui semble dans la force de l'âge et qui pourrait bien entendu très bien donner un petit coup de main à cette jeune fille. Or, ils ne font strictement rien. Ils laissent la jeune fille aller, revenir, des dizaines certainement de fois à Jakilou Lishtot, jusqu'à ce que les chameaux n'ont plus soif. C'est-à-dire qu'elle fait ça toute seule et ça lui prend certainement des heures de boulot. Des heures de boulot. Or, ici, on est devant un problème moral. C'est-à-dire que, ok, c'est bon d'être généreux, mais nous ne sommes pas des chrétiens. C'est bon d'aider son prochain, c'est pas bon de tendre la deuxième joue. C'est-à-dire, on n'a aucune obligation, de travailler à ce point pour l'autre sans que l'autre ne participe au travail. Lorsque, dira plus tard la Torah, tu rencontreras ton prochain qui a des difficultés parce qu'il y a une charge qui fait plier l'animal, et donc il faut décharger, ou alors le contraire, il faut charger et puis il n'y arrive pas parce que c'est lourd. Alors à ce moment-là, nous dit le texte, Azov ta'azov imo, tu dois aller l'aider, imo, avec lui. L'obligation qu'on a, c'est de donner un coup de main à quelqu'un qui déjà se prend en main. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui se décharge complètement de ses responsabilités, c'est quelqu'un qui dit « Ok, je suis content que tu m'aides, mais moi, j'ai fait le travail également. On le fera à deux, ça sera plus facile, ça sera plus simple, ça sera plus court. Et donc, c'est pour ça que j'accepte évidemment ton aide, mais il est hors de question que je te laisse faire le travail tout seul. » Et là, la fin, en effet, de dire de manière très claire que nous ne sommes pas obligés d'aider notre prochain en difficulté si lui se reporte uniquement sur nous en disant, imaginez donc vous passez sur l'autoroute ou sur la route, puis vous voyez sur le bas-côté quelqu'un qui est en train de peiner à ranger son pneu qui a éclaté. C'est exactement le cas que la Torah nous raconte, sauf qu'à l'époque, il y a plus d'ânes que de pneus, mais c'est le même problème. Et alors, tu t'arrêtes pour l'aider, parce qu'en effet, la Torah te dit, Azov, Tazovimo, tu dois l'aider, très bien, alors tu fais la mitzvah, parce qu'on t'a demandé de faire la mitzvah, tu es un bon juif, donc tu viens et tu lui dis, ok, est-ce que je peux vous aider? Et le type sort de sous la voiture, si jamais il y était, va savoir, peut-être qu'il était uniquement adossé au capot, et il lui donne dans les mains le cric, le truc pour desserrer les trucs, là, les vis, les trucs, je ne sais plus comment on appelle ça, les boulons. Voilà. Et puis il lui donne tout ça, il lui dit, écoute, puisque tu es en train de faire une mitzvah, je t'en prie, vas-y, fais-la. Et moi, pendant ce temps, si ça ne dérange pas, je me fais une petite sieste comme ça, sous l'arbre, là où il y a de l'ombre. Et bon courage, et vraiment bravo. Alors bravo pour la mitzvah. Franchement, voilà, tu l'as mérité, tu as mérité un bon point. Ah oui, franchement. Et l'autre, il fait sa petite sieste. Dans ce cas-là, nous raconte la halakha de manière très claire, tu n'as aucune obligation de changer le pneu tout seul. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Azov, Tazov, Imo, si lui il cède, aide-le, et s'il ne cède pas, c'est son problème. Pourquoi est-ce que tu serais comment est-ce que les Israéliens disent, le frayeur? Pourquoi tu serais le frayeur de le dindon de la farce? Or, pour en revenir à Rivka, les 10 personnes
que j'imagine un petit peu Malabar, vous voyez, 10 personnes bien constituées qui pourraient très facilement aider donc cette jeune fille et faire en sorte qu'au lieu de quelques heures de travail, il ne resterait que quelques minutes. Au lieu de ça, ils ne font rien, sans doute, sur ordre que Eliezer leur a donné. Ne l'aidez pas. Ne l'aidez pas, c'est un test. Et lui, qu'est-ce qu'il fait, Eliezer, pendant ce temps? Eh bien, le texte nous le raconte. Ve'aish Mishta'ela, quant à notre homme, donc Eliezer, eh bien, il est épaté. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'épate. Voilà, il regarde, il la regarde monter, descendre, remonter, redescendre, et je suppose qu'il se dit, c'est pas vrai, on n'est qu'au 6e chameau, est-ce que vraiment elle va continuer jusqu'au bout? Ah ouais, elle retourne, elle revient, elle retourne. Et en attendant, il est mishtaé, il est étonné, il est épaté. Mais vous savez, être épaté, ça fatigue pas son homme, hein. Donc le bonhomme, il devait être certainement allongé quelque part. De là, on a une bonne vue sur le petit chemin qui mène jusqu'au cours d'eau, là en bas. Et de là, il voit la fille aller, revenir. Et il ne fait strictement rien pour l'aider. Alors évidemment, nous, le lecteur, on sait pourquoi il ne fait rien pour l'aider. Il ne fait rien pour l'aider parce que justement, c'est ça le test. Voir si elle le fera quand même, si elle est suffisamment généreuse pour aller jusqu'au bout. Oui, mais qui ne sait pas que c'est un test? Rivka. Et Rivka aurait toutes les possibilités, toutes les raisons du monde, au bout du 3e ou du 4e chameau, de prendre le seau en question avec l'eau qu'il y a dedans, de lui balancer à la figure en lui disant, écoute, mon vieux, tu es bien gentil, mais ou bien tu m'aides, ou bien tu te débrouilles tout seul. Je n'ai pas vocation de servir le premier venu sans que celui-ci n'aide également. Or, au lieu de ça, la jeune fille ne dit pas un mot et elle fait ses dizaines, peut-être davantage, d'allers-retours sans réchigner, sans se plaindre, sans se dire « mais qu'est-ce qu'il doit penser de moi ?» Il doit penser de moi, je suis vraiment une pigeonne, comme on dit en français. Pourquoi elle ne s'arrête pas et pourquoi elle n'est pas soumise à ces réflexions-là? Parce que Rivka est, en même temps que l'être généreux que nous connaissons, et d'après moi, peut-être même encore avant de l'être, elle est d'abord une femme qui sait exactement ce qu'elle veut et qui n'a absolument aucune raison de se sentir gênée par le fait que certains peuvent penser ce qu'ils pensent. Ça n'a absolument aucune importance pour elle. La chose doit être faite, je me suis engagé, je la ferai. Je la ferai jusqu'au bout. S'ils m'aident, tant mieux. Et s'ils ne m'aident pas, je ne veux même pas savoir pourquoi. S'ils ne m'aident pas, c'est son problème. Mais moi, j'ai promis que les chameaux boiraient, et bien les chameaux boiront, et puis voilà. Et donc, certainement qu'elle a dû penser à un moment qu'il la prend pour une bonne poire, et malgré tout, elle continue jusqu'au bout, parce que quand elle a un objectif, elle le fait sans tenir compte du regard de l'autre. Et ce trait de caractère, que vous pouvez appeler, en hébreu, à l'armée, on appelle ça dvekut bamatara, c'est-à-dire quelqu'un qui ne laisse pas passer l'objectif, qui s'y tient jusqu'au bout, quel que soit le prix, cette opiniâtreté, cette volonté d'aller jusqu'au bout, cette femme qui sait exactement ce qu'elle veut, eh bien, elle va confirmer ce trait de personnalité un petit peu plus tard, lorsque, toujours dans le même chapitre, Eliezer arrive donc dans la famille. Alors, avant ça, non seulement donc elle a donné à boire à tous ses chameaux, mais en plus, il lui pose la question suivante. Il lui dit, et tout ça, elle le fait avec beaucoup de rapidité, hein, c'est à chaque fois en courant qu'elle va chercher l'eau, etc. Donc, Vaïsh Mishtalela, Machish Tladat, Aïtia, Hachem Dakolo, et l'homme la regarde épaté, donc il se pose la question, est-ce que vraiment le test va marcher jusqu'au bout ou pas? Et quand seulement les chameaux avaient complètement terminé de boire ce qu'ils allaient avoir, alors il donne finalement les cadeaux qu'il avait apportés précieusement, il les donne à cette jeune fille, très bien, et il lui demande quel est son yichus, d'où elle vient, quelle est sa famille, et il apprend donc, avec beaucoup, je suppose, de gratitude et de soulagement, qu'elle est vraiment de la famille d'Abraham. Et alors il demande, Hayesh Beit Avir Makom Lano Lalin. Est-ce que chez toi, il y a de la place pour nous faire dormir? Qui c'est nous? Ben, nous, c'est moi et les 10 hommes.
est-ce qu'il y a de la place chez toi pour faire dormir 10 hommes? Ça m'éviterait d'aller payer un hôtel. Et elle répond, Vatomer Elav, Bat Betuel Anochi. Tu m'as posé la question qui je suis la fille de Betuel. Ben Milka, Ashayel Dalmacho, Vatomer Elav. Et elle lui répond sur la deuxième question, Gam Teven, Gam Mispo, Ravimanu. Non seulement il y a de la place pour toi pour dormir et pour tes hommes, mais on a également tout ce qu'il faut comme paille et comme foin pour donner à manger à tes chameaux. Gamma comme la lune, il n'y a pas de problème. Enfin, je ne sais pas quel âge elle a, j'imagine qu'elle a un peu plus que les 3 ans dont nous parlent nos sages, certains de nos sages. Mais vous savez que d'après certains Midrash, elle aurait 3 ans. Un Midrash sympa à raconter à tout le monde. Un jour, une de mes filles rentre à la maison, elle ne devait pas être beaucoup plus âgée que les 3 ans de Rivka, et elle rentre à la maison et elle me dit carrément, Anilo Mamina. On m'a raconté ça à l'école, j'ai entendu que c'est écrit dans la Torah, mais moi, j'y crois pas. Et en effet, la maîtresse est venue lui raconter, alors qu'elle avait 7 ans ou 6 ans, que Rivka elle avait 3 ans. Or, elle sait ce que ça veut dire 3 ans. Elle a une petite sœur qui a justement 3 ans, et elle ne voit pas du tout sa petite sœur faire des allers-retours pour aller chercher de l'eau dans un puits, etc. Non, ce n'est pas le genre du tout. Et donc, elle se dit, j'y crois pas. Et moi, je vous dis, elle a raison. C'est-à-dire, je ne sais pas si elle a raison d'y croire ou pas d'y croire, mais la maîtresse, avant de raconter ce genre d'histoire, elle doit se poser la question de savoir quel but je recherche en racontant ça. Quel but je recherche? Et s'il n'y a pas vraiment de but par l'exagération, ne raconte pas. Tu n'es pas obligé. Et d'ailleurs, pas obligé de dire qu'elle avait 3 ans. Enfin, même s'il sort d'après les calculs qu'elle en avait 3, tu n'es pas obligé de raconter. Ça n'avance strictement à rien. Je vous conseille une petite, puisqu'on parle en ce moment de Gad Elmaleh, je vous conseille de voir son petite interview qu'il a fait sur la chaîne Jews, je ne sais plus quoi, et dans laquelle il raconte ses souvenirs de gosse à la yeshiva là-bas au Maroc. Il dit qu'il ne comprend pas pourquoi cette tendance qu'avaient les rabbins à tout exagérer. À tout exagérer. Et écoutez-le, ça vaut le coup d'œil. Par exemple, les chevaux d'Amalek, dit-il, et le Rav, il leur disait, c'est pas des chevaux comme tous les chevaux, c'est des grands chevaux, 25 mètres. D'accord. On connaît tous ce genre de rabbins qui prennent un malin plaisir à exagérer, on ne sait pas trop pourquoi, les choses. Bon, revenons à notre histoire. Je ne sais pas quel âge il avait, la Rivka, mais certainement, si elle avait suffisamment d'âge pour pouvoir faire cet aller-retour, elle avait suffisamment, évidemment, pour se rendre compte de ce qu'un tel bonhomme pouvait penser d'elle. Et quand il lui dit « Est-ce qu'il y a un endroit pour dormir ?» et qu'elle lui répond, sans consulter ses parents, non seulement il y a un endroit pour dormir, mais il y a de la paille, il y a du foin, mais enfin, et s'il n'y en a pas? Ça fait des heures que tu es maintenant avec ce bonhomme auprès du puits, tu ne sais pas ce qui s'est passé en attendant à la maison, peut-être que ton père il a invité d'autres personnes, peut-être qu'il n'y a plus de paille, il n'y a plus de foin, peut-être qu'il n'y a plus rien du tout. Et peut-être qu'il n'y a pas d'endroit pour dormir parce que tout a été pris, va savoir. Et en tout cas, est-ce que vraiment une jeune fille peut se permettre d'inviter des gens sans en référer d'abord à ses parents? Elle aurait pu dire, attends-moi 2 minutes, je vais voir s'il y a de la place et puis je reviens. Mais non, d'abord elle dit, il y a de la place pour toi, pour dormir, et il y a de quoi manger pour tes chameaux, ne t'inquiète pas. C'est toujours cette volonté d'aller jusqu'au bout des choses et surtout, une fois que j'ai posé l'objectif, de tout faire pour le réaliser. Je suppose qu'elle a dû se dire, et qu'est-ce qui se passe si jamais il ne reste plus assez de paille ou il ne reste plus assez de choses, pas savoir. Ouais, eh bien, s'est-elle répondu certainement, écoute, s'il n'y a pas, je trouverai. Et s'il n'y a pas, je trouverai. Je trouverai chez les voisins, je trouverai à droite, je trouverai à gauche, mais je trouverai. C'est-à-dire que nous avons ici affaire à quelqu'un qui, une fois qu'elle a posé ses objectifs, eh bien, elle fait tout pour les atteindre, donc elle est très persévérante, une grande force de caractère, certainement pas celle qui se laisse marcher sur les pieds, ou en tout cas celle qui laisse le regard des autres influer sur ses propres choix. Voilà la Rivka dont on nous brosse le portrait dans la paracha de Chayei Sarah. Une femme forte, dynamique, sans doute la première, si vous y féministe de l'histoire,
quelqu'une qui sait exactement quelle est sa place, quel est son rôle, qui prend des décisions et qui s'y tient, quel que soit le prix. D'ailleurs, cette impression que nous avons de Rivka va se confirmer quelques versets après, pour la deuxième fois, lorsque le serviteur d'Abraham semble un petit peu trop pressé aux yeux de ses hôtes. C'est-à-dire, bon, ils ont bien compris que, voilà, quoi, il s'est passé un truc incroyable, il y a eu un test qui a tout de suite été réussi, donc qui sommes-nous pour refuser? Bien sûr que le shidour va se faire, etc. Très bien. Donc, ils vont dormir. Le lendemain matin, voilà-t-il pas que Eliezer leur dit, donc, Vayochlu, Vayishtu, Hu, Vanashim, Asherimo, Vayelino, donc ils mangent, ils voient, ils dorment. Vayakum, Avoker, dès le lendemain matin, je suppose la romaine d'avoir pris le petit-déj, Vayomer, Shalchuni, la Adoni, il dit donc au père de la jeune fille, au frère de la jeune fille, Shalchuni la Adoni, laissez-moi retourner chez mon maître, sous-entendu, pas seul, laissez-moi, évidemment, ce n'est pas une permission qu'il demande pour lui, il n'y a pas besoin de demander la permission. Quand il dit laissez-moi, il veut dire laissez-moi repartir avec elle. Or, évidemment que ce n'est pas quelque chose qui se fait, quoi, ni là-bas, ni aujourd'hui. C'est-à-dire, tu viens pas de la connaître, il y a toute une forme, des formalités. D'abord, on va faire le henné, et puis on va faire les fiançailles, et puis il faut lui laisser le temps de préparer sa dot. Enfin, voilà, il y a toutes sortes de choses à faire. Et évidemment, il ne s'agit pas de repartir directement une fois que le shidour a été, dans le principe, accepté. Mais pas du tout, lui, il n'a pas de temps à perdre, il va absolument repartir avec elle. Qu'est-ce qui presse? Qu'est-ce qui te presse? Laissons cette jeune fille rester encore quelques jours ou quelques même mois. Et après, elle ira. On n'est pas à quelques jours près. Et il leur répond, Al tachaoti, ne me retardez pas. Alors que, de toute évidence, Dieu a fait que je réussisse mon test. Shalchuni, laissez-moi partir et je retourne vers mon maître. Alors là, si vous voulez, au pied du mur, ne sachant pas trop comment faire pour gagner encore un petit peu de temps, ils tirent leur joker. Le joker, c'est quoi? Vayomu, nikra la nahara, venish'ala et pia. Et bien, on n'a qu'à demander à la jeune fille ce qu'elle en pense. Est-ce qu'elle est prête à partir dès maintenant chez toi, ou bien est-ce que, comme toutes les filles bien éduquées, elle va attendre gentiment d'avoir l'âge qui est requis, et puis surtout de pouvoir lui annoncer une dot, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Or, donc, on appelle la jeune fille. Sachez d'ailleurs que c'est de ce verset-là qu'on apprend ce qui semble une évidence, mais quelquefois les évidences, il vaut mieux les écrire. De là, nous apprenons qu'il n'y a de mariage religieux qu'avec l'assentiment de la jeune fille. Si la jeune fille n'est pas consentante, le mariage est nul et non avenu. Et d'où est-ce qu'on le sait? On le sait d'ici, qu'il demande donc ce que pense Rivka de tout ça. Est-ce qu'elle est prête à y aller, oui ou non? Il y a donc Nisha et Pia, on va donc lui demander. Évidemment qu'ils s'attendent à ce qu'elle dise d'un côté, oui, bien sûr que je veux y aller, mais de l'autre côté, c'est un petit peu précipité, il faut le temps de s'organiser, etc. C'est une jeune fille, donc elle a besoin de temps pour mettre dans sa valise tout ce qu'elle a besoin, évidemment. Nisha et Pia, va écrire les Rivka, et donc ils appellent Rivka, va Yomo et Léa, il lui pose la question. Est-ce que tu vas aller avec cet homme-là? Va Tomer, et regardez cette réponse incroyable, va Tomer, 2 points, ouvrez les guillemets, Eler, fermez les guillemets, et je suppose avec un point d'exclamation avant. Va Tomer, elle répond 2 points, j'irai. Sans explication, sans justification, sans dire d'un côté, mais de l'autre côté, non, j'irai. J'irai comme si elle avait pris cette décision depuis déjà très longtemps, et en tout cas, comme si elle voulait leur dire à son père, à son frère et à tous les autres. Mais vous pouvez discuter de ça jusqu'à demain matin. Moi, c'est de ma vie que tout cela concerne. Et moi, j'ai pris ma décision, que ça vous plaise ou non, j'irai. Maintenant, faites ce que vous voulez avec ça. Vous pouvez vous alarmer, vous pouvez vous inquiéter, vous pouvez m'interdire. Mais moi, j'irai. LR, un petit mot de 3 lettres qui montre à quel point cette jeune fille a du caractère. LR. Voilà le personnage de Rivka. Donc, outre les qualités de cœur
dont elle fait preuve à l'égard du bonhomme, de l'inconnu et des chameaux, à part ça, il y a ce côté personnalité forte qui ne s'en laisse pas compter. Quel n'est pas donc notre étonnement de voir quelques versets plus loin, toujours dans ce fameux chapitre tellement long, de voir quelques versets plus loin, qu'une fois qu'elle elle accompagne Eliezer et les 10 personnes de retour, une fois que cette petite caravane se met en route, eh bien à un moment, elle arrive au point de destination et le verset nous dit, verset Samech Bet 72, est vraiment long hein, comme chapitre, ויצחק בא מבוא באר לחיירואי, והוא יושב ברצת הנגב, ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב. Il sort donc pour s'occuper de son champ vers la fin de la journée, לפנות ערב. וישא עיניו וירא, et il lève ses yeux, et qu'est-ce qu'il voit? והנה גמלים באים. Il voit d'abord des chameaux. Évidemment, au départ, tu ne discernes pas encore les formes, tu ne discernes pas encore les visages, mais ce que tu peux voir, c'est qu'il s'agit d'une caravane de chameaux. Vatissa, Rivka et Ténéa, et de l'autre côté, donc dans l'autre caméra, eh bien Rivka voit également son mari, son futur mari, Vatissa, Rivka et Ténéa, elle lève ses yeux, va terrer et elle voit. On a déjà vu à plusieurs reprises que l'expression lever les yeux pour voir, par exemple, ou lever les pieds pour partir, ou lever la voix pour pleurer, etc. Chaque fois qu'il écrit, il lève avant le verbe lui-même, eh bien, c'est toujours pour nous dire à quel point, il y a une identification avec l'action. Ce n'est pas juste qu'elle voit, mais ce regard est chargé. Vatissa, c'est une charge, Massa, c'est une charge. Vatissa, donc, elle a posé sur Yitzhak un regard chargé. Et qu'est-ce qu'elle voit? Donc, elle voit Yitzhak, elle dirait Yitzhak. Et alors, première réaction, involontaire, je suppose, je ne suis pas sûr, Vatipol Ma'ala Gamal, elle tombe de chameau, dit donc. Cette femme forte que nous avons découvert quelques versets seulement auparavant, voilà-t-il pas qu'en voyant Yitzhak, elle tombe de chameau. Elle tombe de chameau, carrément, littéralement, elle tombe de chameau. Certains diront coup de foudre, mais en tout cas, elle tombe du chameau. Et alors, elle demande confirmation, elle s'en doute bien qu'il s'agit de Yitzhak, mais enfin, elle demande quand même à Eliezer de qui s'agit-il. Oui, c'est lui, c'est bien lui. Et alors, à ce moment-là, elle fait une deuxième chose assez étonnante. Elle se couvre la face, elle se voile la face. Ces deux actions qui sont presque simultanées, en tout cas, et qui sont l'une juste avant l'autre, c'est-à-dire tomber du chameau et se couvrir la face, ce sont des attitudes qui ne sont pas les attitudes de quelqu'un qui a l'habitude de se mettre en avant, d'aller jusqu'au bout, de regarder ni à droite ni à gauche, d'avoir des convictions très profondes, d'avoir une volonté d'aller atteindre son objectif, quel que soit le prix à payer en route. Et voilà, et tout d'un coup, on sent cette femme forte, fragilisée, elle tombe du chameau et faisant un pas en arrière, puisque prendre un voile pour se voiler la face, ça veut dire beaucoup de choses, mais ça veut surtout dire faire un pas en arrière, rester discrète et laisser donc toute la place à son mari. Et là, je dois dire que l'admiration que j'ai pour Rivka est encore beaucoup plus forte parce que, ok, tant qu'elle avait comme personnalité la personnalité de quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui va jusqu'au bout, etc., tu peux dire, bah, c'est comme ça, elle a la personnalité qu'elle a. Elle est née avec et grâce à Dieu, bah, voilà, elle l'a développée. Sauf que tu t'aperçois tout d'un coup que la même décide de faire un pas en arrière, elle tombe de chameau et elle se voile la face. C'est-à-dire qu'elle ne laisse pas son caractère lui dicter son attitude, mais elle est capable de diriger son caractère. Là, il y a des gens qui vous disent, mais moi je suis nerveux, c'est normal, j'ai crié. Bien sûr, j'ai crié, je suis nerveux, c'est comme ça. Depuis que je suis tout petit, depuis que je vous connais, je suis nerveux. Mais voilà que Rivka nous montre qu'il n'y a pas de je suis quelque chose.
je suis persévérant, je suis mon objectif. Non, je le fais quand je suis obligé de le faire. Mais quand j'ai décidé que ce n'était pas le moment, eh bien, je prends un pas en arrière et je ne suis plus du tout la jeune femme que vous avez rencontrée quelques versets avant. C'est très facile, évidemment, de comprendre ce changement d'attitude. Lorsque Rivka avait développé ce caractère de la femme qui sait exactement où elle veut aller, sans regarder ni à droite ni à gauche, c'est lorsqu'elle était dans un environnement qui est l'environnement de Lavan et Bethuel Harami, les Araméens dont les lettres forment, si on les met dans un autre ordre, Aramim, ça fait Ramaï, c'est-à-dire des gens qui trompent, des gens qui ne sont pas droits, qui ne sont pas honnêtes. Et bien, quand tu es manipulateur, et quand tu es en face d'un manipulateur, la seule manière de garder ta ligne, ta droiture, et de ne pas toi aussi succomber à cette tentation de dire les choses de manière détournée, d'avoir ce que tu penses, et puis ce que tu dis, et puis ce que tu fais, qui sont trois choses différentes. Pour résister à ça, tu es obligé de te créer une carapace et de surtout te dire, je neutralise le regard de l'autre, ce qu'il pense de moi ne m'intéresse pas, de toute façon, ce n'est pas mon milieu, et moi j'attends qu'une seule occasion, c'est de pouvoir quitter tout ça. Et lorsque l'occasion se présente et qu'il s'agit de quitter les Araméens pour aller du côté des Hébreux, pour aller du côté d'Avram, alors là, tout d'un coup, elle est évidemment partante tout de suite et l'air sans discussion, sans laisser les autres discuter. Mais une fois qu'elle arrive sur place et qu'elle voit Yitzhak, alors là, elle se dit à elle-même, OK, je n'ai plus besoin de jouer ce rôle et je le laisse lui, puisque lui, c'est au contraire la famille d'Abraham, une famille généreuse, une famille bonne, avec de bonnes midotes, eh bien, c'est ce que je cherchais depuis tout le temps, et donc je laisse lui gérer l'histoire, gérer le couple, et moi, au contraire, et moi, je me mets un petit peu en retrait. Cette capacité donc d'être tout à la fois quelqu'un de ferme et de forte, et en même temps quelqu'un de fragile et au contraire qui se met de côté, cette capacité est rare. C'est la capacité donc des gens qui savent dominer leur nature, ou plutôt qui savent la gérer, la diriger en fonction des circonstances. Quand je dois être comme ça, je suis comme ça. Quand je dois être autrement, je suis autrement. Et c'est moi qui déciderai quand est-ce que je suis comment. Voilà, ça c'est Rivka. Incroyable cette Rivka, cette maîtrise totale qu'elle a sur elle-même. Elle décide d'être ce qu'elle est en fonction des besoins, des circonstances, du contexte. Tellement vrai que tu peux te poser la question, mais comment est-ce que cette jeune femme va finalement pouvoir s'entendre avec quelqu'un comme Yitzhak? Yitzhak, c'est quelqu'un qui est plutôt enfermé, vous ne le voyez pas comme Avram ou comme Yaakov faire d'innombrables voyages ou rencontrer d'innombrables gens. Non, c'est quelqu'un qui a une vie interne très, très poussée. Il est finalement devenu aveugle, ce n'est pas pour rien, comme tous les aveugles. Toute son attention se reporte sur lui-même. Il est ce qu'on appelle une relatémima, comme ça que nos sages l'appellent, c'est-à-dire quelqu'un qui était prêt à se donner entièrement pour Dieu à l'histoire de la Hakeda. Et voilà donc cet homme dont la vie principale est la vie intérieure, voilà donc en couple avec une femme qui nous avait donné l'impression d'être au contraire quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle veut et qui se trouve au centre des événements. Mais comme la Rivka est capable de faire autant un pas en avant que deux pas en arrière, alors tout d'un coup, elle laisse la place à ce Yitzhak et elle ne veut surtout pas toucher à cette naïveté au sens propre, au sens noble du terme, qu'elle découvre chez Yitzhak et qui lui manquait tellement chez son frère ou chez son père, et qui étaient des esprits retors. Voilà, enfin quelqu'un qui est droit, qui est honnête, qui est visible, c'est-à-dire tu le vois et tu vois tout de suite de qui il s'agit. Et il n'y a pas de masque chez lui, il est vraiment ce qu'il est dans toutes les circonstances. Alors moi, je me mets en arrière et je lui laisse la place. C'est ce qui vous explique le grand silence qu'il y a entre la vie de ce couple Yitzhak et Rivka. On a l'impression, surtout si on les compare aux vicissitudes des problèmes qu'il y avait à l'époque d'Avram par rapport à Sarah et
à Agar et à la rivalité entre les deux. Et évidemment, si tu compares ce couple au couple suivant, c'est-à-dire de Yaakov, qui lui n'est pas marié avec une femme, mais avec 4, et non pas parce qu'il avait envie de les épouser toutes les 4, mais parce que les circonstances ont fait que finalement il a été bien obligé. Et donc, et là-bas, les problèmes évidemment entre les différentes mères et leurs enfants respectifs sont énormes, puisqu'on nous occupait pendant le tiers pratiquement du livre de Bereshit. Par contre, Yitzhak et Rivka nous renvoient l'image d'un couple où il ne se passe rien, où tout va bien, où ils ont trouvé l'équilibre. Or, l'équilibre n'a pu être trouvé que parce que Vatika Hatzi Vatitkas, que parce que Vatipol Malagamal, que parce que Rivka, qui sait très bien jouer le jeu de celle qui dirige tout, a décidé de laisser la place à Yitzhak. Et c'est pour ça que ça marche bien, et c'est pour ça qu'on n'entend pas de grands éclats à l'intérieur de ce couple. Il n'y a pas, tu sais, quand tout va bien, il n'y a rien à raconter. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien jusqu'au moment où Rivka a l'impression que son mari fait une énorme erreur. Donner la bracha à Esav, c'est pour elle une énorme erreur. Et alors, tout d'un coup, on la revoit. Et tout d'un coup, on la revoit donc tirer les ficelles. C'est elle qui décide. C'est elle qui va sans demander à personne, et quel que soit le prix à payer, c'est elle qui prend tout le risque et qui va voir Yaakov et qui lui dit: écoute mon fils, voilà ce que tu vas faire, ok? Et n'aie pas peur. Et si tu crois qu'il y aura une malédiction, ça tourne mal, c'est sur moi la malédiction, ok? Allah qui l'a béni. Et va faire ce que je te dis de faire. Et là, en fait, ce qui arrive, c'est que Rivka retrouve la personnalité qu'elle avait avant, lorsqu'elle était chez Bethuel, avant la fameuse chute de chameau qu'elle a eue en rencontrant Yitzhak. Donc, elle reprend, si vous voulez, son rôle qu'elle avait au début. Quelle est la raison pour laquelle elle reprend? Ben, tout simplement parce qu'elle revoit Lavan ou Bethuel dans la personne de Esav. Esav et Yaakov ont les mêmes parents, mais ils ont également les mêmes grands-parents. Or, il se trouve qu'il y en a un, donc Yaakov, qui est bien le petit-fils du grand-père paternel, alors que l'autre, Esav, c'est bien le petit-fils du grand-père maternel. Et comme elle, Rivka, a connu les deux familles, elle sait très bien reconnaître la différence entre Yaakov et Esav. Et c'est la raison pour laquelle, revoyant en face d'elle un nouveau Lavan ou un nouveau Bethuel, elle décide de redevenir ce qu'elle avait été au départ. Et donc, elle ne veut pas en parler à son mari. Ce que je vous dis ici, ce n'est pas du tout pour essayer de la justifier, puisque, encore une fois, notre propos ici n'est pas de faire le procès, évidemment, de Rivka, donc il ne s'agit ni de la justifier ni de l'accabler, il s'agit juste d'essayer de la comprendre. Rivka n'a pas envie de raconter à son mari, parce que deux choses l'une. Ou bien elle arrive à le convaincre que Esav, en fait, le manipule depuis le début, il n'est pas du tout l'homme qu'il croit, lui, Yitzhak, que Esav est. C'est un hypocrite, il pose des questions pour se faire bien voir, mais en fait, pas du tout. C'est quelqu'un qui ne mérite certainement pas toute la confiance que Yitzhak lui accorde. Si elle arrive à le convaincre de ça, qu'est-ce qui va se passer avec Yitzhak? Il va se passer qu'il va perdre cette naïveté noble de laquelle nous parlions et qui a tant attiré Rivka. C'est pour ça qu'elle a quitté Lavan et Bethuel. C'est justement pour rencontrer cet homme qui représente l'antithèse de Lavan et de Bethuel. Alors, s'il s'agit maintenant de briser en lui cette naïveté, cette naïveté noble, en lui racontant que, en fait, le mal existe et qu'il est en face de lui et qu'il le côtoie depuis des années et que c'est son propre fils Esav qui le représente, elle va détruire en lui ce que précisément elle n'a pas l'intention de détruire puisque c'est ça qui l'attire. Et donc, elle décide de faire les choses d'elle-même, derrière son dos, s'il le faut, en tirant les ficelles, comme elle a l'habitude de le faire, comme elle avait l'habitude de le faire à l'époque. Voilà donc ce qu'on peut dire sur Rivka, ce personnage à la fois attachant et à la fois ambigu, puisqu'il peut jouer plusieurs rôles, mais il les joue en fonction des circonstances.
il y a certainement chez chacun d'entre nous cette volonté de pouvoir diriger nos sentiments et notre personnalité sans la laisser une fois pour toutes nous diriger, reprendre le contrôle des choses. Et c'est ce que Rivka nous montre, et c'est pour ça que je pense que le slogan qui était, si je ne me trompe pas, le slogan de Mitterrand, au moment où il a gagné, donc je crois que c'était en 82, c'est ça, quand la gauche est passée là-bas en France, et je me souviens que son slogan c'était « La force tranquille », quelqu'un qui impose par sa présence, mais sans être obligé de forcer le ton, eh bien, Rivka, c'est ça, c'est cette force tranquille, cette capacité d'être à la fois une chose et son contraire, lorsque vraiment les circonstances l'exigent. Et en effet, on peut apprendre ça de Rivka, ce trait de caractère qui manque tellement aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez, ne parlons pas de politique puisque ce n'est pas le moment, on va laisser les choses se décanter un petit peu, mais nous vivons réellement dans un monde où on a plutôt l'impression que ce sont les caractères qui déterminent les actions et non pas les hommes qui choisissent leur caractère. Voilà ce qu'on peut dire sur Rivka, voilà ce que je voulais en tout cas, l'aspect de Rivka que je voulais éclaircir ce soir. Et j'ai posé au début des questions concernant les autres personnages de l'histoire des Brachot, c'est-à-dire Yitzhak et Yaakov, mais ça sera pour une autre fois. Merci beaucoup. Toda Rabba Rav Kling. S'il y a des questions, des points à éclaircir, vous pouvez ouvrir votre micro. C'est le moment. C'est ça